Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue sur Randonnée Zen. Je suis super contente de revenir sur le podcast parce que, au final, les derniers épisodes avaient tous été préenregistrés avant mon départ pour le Camino Frances. Donc, ça fait plus d'un mois et demi, en fait, que j'ai pas enregistré d'épisode. Donc, je suis un petit peu nerveuse de revenir et j'espère que l'épisode du jour vous plaira parce que c'est justement sur le Camino Frances. Je vais répondre à une douzaine de questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux et aussi les questions que j'ai reçues en général des personnes que je connais et à qui j'ai parlé du Camino Frances. Alors déjà, je suis partie le 8 mai pour de Saint-Jean-de-Pied-de-Port et je suis arrivée à Santiago le 8 juin. Donc j'ai fait le Camino Frances en 31 jours et ensuite j'ai poursuivi jusqu'à Finisterra et Muxía aussi. Donc au total, j'ai marché pendant 36 jours. Pour compléter les 900 km de Santiago à Muxía. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour aujourd'hui de cette expérience et vous aider à préparer aussi le Camino Frances si c'est quelque chose que vous voudriez faire. Alors déjà, ça a été une expérience incroyable, inoubliable, que je conseille vivement à tous. Honnêtement, si c'est un projet que vous avez, je ne peux que vous encourager de le faire parce que c'est vraiment une expérience transformatrice qui va vous apporter beaucoup. Donc vraiment, je vous encourage à trouver le temps de faire le Camino Frances ou n'importe quel autre pèlerinage. C'est, bien sûr, là je parle du Camino Frances, mais faire un pèlerinage sur plusieurs semaines, c'est vraiment une expérience transformatrice que je vous souhaite à tous de faire. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les questions qu'on m'a posées le plus souvent. Et donc, en espérant que ça vous aide à préparer vous aussi le Camino Frances. Bien sûr, là, ici, je vais parler du Camino Frances, mais si vous avez des questions sur d'autres pèlerinages, j'ai aussi fait d'autres pèlerinages. Je suis en pleine planification pour faire 3-4 autres pèlerinages. Donc, si vous avez d'autres questions sur d'autres caminos et tout, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à Randonnée Zen. Donc, on va y aller directement avec la première question, donc qui revient souvent, c'est combien de temps est-ce que ça prend pour faire le Camino Frances et est-ce que on peut le faire en plusieurs fois ou est-ce qu'il faut le faire en une seule fois. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai mis 31 jours à faire le Camino Frances avec une vitesse moyenne donc de 25-26 km par jour. Généralement, dans les guides de voyage et tout, ce qui est indiqué, c'est que ça prend entre 30 et 35 jours pour compléter de Saint-Jean-de-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle ou Santiago. Je risque de dire souvent Santiago parce que c'est le nom en espagnol et c'est comme ça que je l'appelais tout le mois. Donc Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la même chose. Ça c'est la moyenne. C'est bien sûr à considérer selon votre rythme de marche. Aussi des pauses que vous allez faire parce que par exemple, moi j'ai fait les 31 jours sans aucune pause, sans rester une journée de plus à visiter par exemple les villes comme Pamplona, Burgos, León, etc. Donc, bien sûr, si vous voulez aussi vous arrêter dans ces villes, il faut considérer des journées en plus. Là, ici, moi, les 31 jours, ça ne considère pas non plus les 2 jours que j'ai passés à Santiago pour visiter, la journée avant que je parte pour marcher la vraie première journée de marche. Donc, il y a aussi une journée avant ça où je suis arrivée à Saint-Jean. Donc, voilà, disons que là, ce que je vous dis, c'est vraiment les jours de marche. Mais bien sûr, il faut considérer les jours
pour une journée avant pour arriver à Saint-Jean, au moins une journée à Santiago parce que voilà, vous allez vouloir déjà visiter la ville, vous reposer un petit peu avant de prendre votre avion et tout. Si vous voulez faire des pauses dans les villes, aussi moi je considère toujours de considérer 1 ou 2 voire peut-être 3 jours de marge parce que vous pourriez vous blesser, vous pourriez avoir besoin de vous arrêter une journée ou 2 ou 3 ou peut-être plus. Donc voilà, il faut toujours prendre en considération aussi ces éléments-là quand on considère le nombre de jours à prendre pour aller faire le Camino. Si vous voulez une petite idée, donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous êtes une personne débutante en randonnée, en pèlerinage, vous n'avez jamais marché pour plusieurs jours d'affilée, plusieurs kilomètres par jour, alors moi je vous conseillerais de ne pas calculer plus de 20 kilomètres par jour, surtout pour les premiers jours du Camino. Si vous n'avez jamais rien fait de pareil, vraiment, c'est mieux de calculer moins de kilomètres par jour et ensuite augmenter la vitesse que de calculer plus de kilomètres par jour et de ne pas réussir à les faire. Donc, si vous êtes débutant, surtout la première semaine, par exemple, ne vous surestimez pas et allez-y pour en 20 kilomètres par jour, ce qui est une bonne distance pour commencer et se mettre dans le bain. Si vous avez de l'expérience et tout, vous avez déjà fait 25 km par jour, c'est la moyenne de la plupart des pèlerins, qui sont en forme, donc même les semaines là, les 2, 3, 4e semaine et tout, la plupart des gens font déjà du 25 km par jour sans problème. Donc si vous avez déjà fait de la marche sur plusieurs jours, vous êtes entraîné et tout, vous pouvez déjà calculer dès le début 25 km par jour et ça devrait le faire. Je ne vous conseille pas d'aller au-delà des 25 km par jour, sauf si vous êtes une personne très entraînée ou que vous avez vraiment le temps hyper compté. Mais voilà, c'est sûr qu'à faire plus que 30 km par jour pendant un mois, c'est intense pour le corps. C'est un gros effort, donc voilà. Moi, je ne vous conseille pas aussi parce que y a des journées avec pas mal de montées et selon la saison et tout, il peut faire vraiment chaud. Donc, 30 km par jour, si vous voulez arriver avant la chaleur, ça veut dire qu'il faut se lever mais hyper tôt, genre 4 heures du matin, des trucs comme ça. Donc, voilà, moi, je vous conseillerais pas d'aller au-delà des 30 km. Honnêtement, je ne vous conseillerais pas d'aller au-delà des 25 si vous pouvez. Ça va vous permettre de quand même profiter quand vous arrivez le soir, le soir, en fait, en faisant 25 km, vous allez arriver en début d'après-midi, du coup. Donc, ça vous permet quand même d'avoir du temps pour vous reposer, faire les choses tranquillement, visiter un peu les villes et tout. Donc voilà mon conseil personnel. Pour ce qui est de faire le Camino en une fois ou en plusieurs fois, bien sûr, si vous avez la possibilité de vous prendre un mois, c'est plus 5 semaines en fait au final de vacances et de le faire au complet, je vous conseille absolument de le faire parce que vous allez vivre vraiment l'expérience complète et voilà, je vous conseille le plus possible de le faire en un mois. Par contre, je sais que c'est vraiment pas facile de prendre 5 semaines de congé quand on travaille, quand on étudie, etc. Donc, si vous devez absolument le diviser, moi, je vous conseille de le diviser en 2. Donc, de faire Saint-Jean de Pied-de-Port jusqu'à Sahagún, qui est la moitié officielle, ou sinon León, qui est juste 2 jours de plus de Sahagún. Et comme ça vous fait déjà la moitié. Et de faire ensuite de Sahagún ou León jusqu'à Santiago. Parce que en faisant comme ça va vous permettre de faire 2 semaines de pèlerinage, ce qui, selon moi, permet de déjà vivre l'expérience du Camino, la transformation du Camino que peut vous apporter le Camino. Alors qu'en le faisant, par exemple, à coup de 1 semaine, une semaine, c'est très court, c'est pas, vous avez seulement, le corps n'a même pas le temps de s'habituer et l'expérience vraiment, disons, même entre guillemets spirituelle, même si c'est pas la raison pour laquelle vous le faites, mais il y a vraiment une transformation qui s'opère. Eh bien, pour moi, il faut qu'il y ait au moins 2 semaines de marche, parce que moins que ça va être un peu difficile. Donc moi, je vous conseille vraiment soit de le faire en 1 fois, soit de le faire en 2 fois. D'ailleurs aussi, je vous conseille d'éviter de ne faire que les 100 derniers kilomètres de Sarria, ce qui est la partie du Camino que la plupart des gens font, parce que pour avoir la Compostela, le certificat que vous avez fait le
Camino c'est suffisant de faire seulement les 100 derniers kilomètres. Et donc, il y a une quantité de monde hallucinante. C'est beaucoup plus commercial. Déjà, les prix augmentent énormément. Aussi, le type de pèlerin est vraiment différent et tout. Donc, je ne vous conseille pas personnellement de ne faire que les 100 derniers kilomètres parce que vous n'aurez pas du tout l'expérience du Camino comme sur le reste du tracé. Donc voilà un peu, bien sûr tout ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est mon avis, c'est mon expérience du Camino, mais voilà, je vous partage mes ressentis et ce que moi je vous conseille de faire, mais bien sûr chacun fait son propre Camino et prend ses propres décisions. Ensuite, une autre question qui revient souvent, c'est quelle est la meilleure période pour faire le Camino? Alors, la meilleure période en termes de température, c'est de commencer le Camino en mai ou le commencer en septembre. Parce que vous allez avoir une belle météo, donc pas trop de pluie, mais surtout pas trop de chaleur ni de froid. Donc c'est vraiment les 2 meilleurs mois pour partir. Par contre, comme c'est aussi les 2 meilleurs mois pour partir, c'est déjà des périodes assez achalandées. Donc moins que juillet et août, parce que la plupart des gens réussissent à prendre des vacances en juillet et août, mais il y a quand même pas mal de monde déjà en mai et en septembre. Les mois de juillet et août sont très achalandés et il fait hyper chaud. Nous, on a eu certaines journées, on a eu une vague de chaleur pendant que j'étais sur le Camino. Et avec certaines journées, il faisait 35 degrés. Et je me suis dit, oula, marcher pendant un mois avec ces températures-là tous les jours, c'est intense, quoi. Là, il faut vraiment se lever, j'exagère pas, là, tous les matins à 3h, 4h du matin pour marcher, du coup, la nuit presque, pour éviter la chaleur et tout. Donc, si c'est vraiment la seule option que vous avez, bien sûr, je pense que c'est mieux de faire le Camino que de pas le faire du tout. Mais préparez-vous parce qu'il va faire très, très chaud. Très, très, très chaud. Et il y a beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que ça va être une expérience un peu différente. Ensuite, de novembre à mars-avril, c'est une période un petit peu difficile, c'est la basse saison. Il y a beaucoup d'albergues privés qui sont fermés. Donc, il n'y a que les municipales qui sont ouverts. L'avantage, c'est que les municipales coûtent beaucoup moins cher que les privés. Et il y en a généralement dans toutes les villes, donc c'est pas un problème. Quoique, il faut toujours vérifier qu'ils soient ouverts parce que peut-être qu'en basse saison, dans les petits villages et tout, ils sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de pèlerins, quoi. Donc, voilà. Mais disons que de novembre à mars-avril, si vous voulez vraiment un Camino introspectif où il y a presque personne et tout, vous êtes pratiquement seul sur le Camino, vous n'êtes jamais seul sur le Camino, parce que même dans ces mois-là, une dizaine, vingtaine de personnes par jour, vous allez les croiser. Mais c'est beaucoup moins que durant les autres périodes. Eh bien, ça peut être une bonne période pour le faire. Par contre, bien sûr, faut s'attendre à beaucoup de pluie, de la neige dans la première étape, dans Roncesvalles, de Saint-Jean à Roncesvalles, il faut passer par la voie du bas, donc parce que la voie normale, la route à Napoléon, elle est fermée. Et aussi au Cebreiro, qui est une autre montagne qu'il faut monter sur le Camino, et elle peut aussi être fermée. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut prendre en considération ces facteurs-là quand on veut le faire en hiver. Ensuite, est-ce qu'il faut faire le Camino? Est-ce que c'est mieux de faire le Camino seul ou en groupe? Une autre question qui revient souvent. Alors, ici encore, c'est mon opinion à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais selon moi, pour avoir l'expérience du Camino la plus authentique, c'est mieux de partir seul parce que ça va vous permettre d'aller à votre rythme, de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, de vous écouter, réapprendre à vous écouter. Et ça va vraiment être une expérience beaucoup plus introspective. Et voilà, ça va être une vraie expérience, disons, de dépassement de soi.
Et si vous avez peur de partir seul, parce que bon, vous dites s'il m'arrive quelque chose et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, je vous répète, on n'est jamais seul sur le Camino. Même en hiver, il y a toujours des gens qui font le Camino. Les gens en Espagne sont hyper accueillants, hyper aidants et tout. Vous ne vous retrouverez jamais seul sur le Camino. En plus, le Camino, à part certains tronçons, il y a des villages à tous les 3-5 km, donc on n'est jamais seul sur le Camino. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour ça. Si vous décidez d'y aller avec une autre personne ou en groupe, ce que je vous conseille déjà, c'est de bien choisir vos compagnons de voyage parce que il y a pas mal de gens qui commencent en groupe et qui se séparent parce que c'est les personnes avec qui ils voyageaient n'étaient pas compatibles, tu vois, des genres routines différentes, des envies différentes, des besoins différents et tout. Donc vraiment important, bien choisir ses compagnons de voyage. C'est une expérience qui est quand même difficile physiquement, mais surtout mentalement. Ça vous pousse à dépasser vos limites et tout. Donc, c'est pas toujours facile d'être avec des gens et tout. Donc, voilà. Bien choisir ses compagnons de voyage. Vous assurer que vous avez les mêmes attentes, une vision similaire du Camino, par exemple, que vous voulez faire un nombre de kilomètres par jour similaire, à une intensité similaire, que vous y allez pour les mêmes raisons, parce qu'il y a des gens qui font le Camino comme défi sportif, par exemple. Donc, c'est clair que eux, ils vont là pour faire du 30, 35, 40 km par jour, faire de la performance. Si vous y allez pour des motifs spirituels ou personnels et tout, et que vous avez envie d'y aller lentement pour réfléchir à vos problèmes ou vos non-problèmes, je sais pas, réfléchir à votre vie et tout, c'est pas très complémentaire. Donc, bien sûr, assurez-vous d'avoir justement la même vision de comment vous voulez faire le Camino pour vous assurer qu'il n'y ait pas de clash sur le Camino. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre déjà d'accord dès le début que vous pourriez avoir besoin de vous séparer quelques jours si c'est nécessaire et qu'après vous vous retrouvez et tout et qu'il n'y a pas de problème, que ce soit pas genre un tout ou rien, soit on le fait en groupe, soit on le fait pas, parce que vous allez probablement ressentir ce besoin d'être seul quelquefois et c'est tout à fait correct, mais je pense que si vous partez en groupe, c'est bien de le mettre au clair dès le début. Aussi, si vous partez en groupe, la période à laquelle vous allez y aller va être importante parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de trouver en période achalandée 6 lits qu'un lit. Donc, bien sûr, à prendre aussi en considération, si vous partez en groupe, quelle période vous y allez et vous attendre à peut-être devoir réserver, faire un peu plus un peu plus de planification si vous partez en groupe que si vous y allez seul, où c'est beaucoup plus simple de y aller avec, disons, l'esprit du Camino, où on arrive dans la ville ou le village où on compte rester et on trouve sur le moment sans devoir réserver, sans se prendre la tête et tout. Donc voilà, aussi à considérer si on part en groupe. Ensuite, beaucoup de personnes pensent faire le Camino à vélo parce que ça prend la moitié du temps par rapport à le faire à pied. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire à pied. Parce que à vélo, vous n'aurez pas l'expérience du Camino. Si vous voulez faire une expérience à vélo, je vous conseille de faire une autre route que le Camino Frances. Parce que le Camino Frances a vraiment cette particularité que tout le monde, déjà la plupart des gens le font à pied et donc c'est vraiment la magie, la beauté de ce Camino, c'est que vous rencontrez beaucoup de gens de tous les horizons, vous vous recroisez, il y a énormément d'entraide et tout, et vraiment la beauté c'est de revoir les mêmes personnes soit tous les jours ou soit vous vous perdez de vue pendant quelques jours et les revoir après et tout. C'est vraiment quelque chose de magique qui n'arrive pas quand vous partez à vélo, parce que à vélo vous allez plus rapidement que tout le monde. Vous pouvez pas discuter non plus avec les gens, ou c'est un peu plus difficile de discuter avec les gens pendant que vous êtes sur le vélo. Dans les albergues, comme vous allez plus rapidement, vous ne rencontrez jamais les mêmes personnes ou presque. Donc, moi, ici encore, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme il le veut. Mais si vous voulez faire le Camino Frances et vivre l'expérience du Camino, à pied, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Selon moi, je vous répète. Si vous voulez le faire en vélo, bien sûr, vous le faites, mais je pense que l'expérience sera complètement différente.
Maintenant, on va parler budget, parce que ça, c'est la question qui revient le plus souvent. C'est combien ça coûte faire le Camino. Alors, moi, mon budget, hors transport, parce que bon, le transport, si vous venez d'Europe ou si vous venez d'Amérique du Nord, par exemple, le budget ne sera pas le même. Donc, vraiment hors transport, hors avion, bus, je sais pas quoi, pour arriver en Espagne et en repartir. Mon budget à moi, ça a été de 1350 € pour 42 jours. Soit 32 € par jour. Et pourquoi 42 jours? Parce que, bon, comme je vous ai dit, j'ai marché pendant 36 jours, mais il faut considérer. Après, moi, j'ai eu des problèmes avec mon avion. Bref, j'ai dû partir de chez moi 2 jours avant mon départ pour le Camino. Je suis restée 2 jours à Santiago. Ensuite, au retour, j'ai dû rester une nuit à Santiago, puis une nuit à Porto pour revenir. Bref, donc voilà, c'est pour ça que moi, je calcule 42 jours. Donc voilà, ça m'a coûté donc 32 € par jour, en considérant que le coût pour les hébergements dans les albergues, c'est de 8 €, généralement 8-10 € dans les albergues municipaux. Donc ça, ce sont les albergues qui sont les moins chers. Ce sont généralement des assez gros dortoirs. Ils sont gérés par les villes sur le Camino. Et donc, voilà, ça, ce sont les options moins chères. La différence, c'est aussi qu'on ne peut pas réserver dans les albergues municipales, alors que dans les albergues privés, là, on peut réserver. Généralement, il y a les draps, des vrais draps. Je ris parce que c'est un peu un plaisir pour les pèlerins d'avoir des vrais draps et non des draps qui sont en plastique là, à jeter et tout. Donc, c'est pour ça que je ris. Donc, dans les albergues privés, vous allez avoir des couvertures, des fois la serviette et tout. Alors que dans les albergues municipaux, c'est vraiment le matelas. Ils vous donnent des draps à jeter, à usage unique. D'ailleurs, certaines fois, vous devez payer pour les draps, d'autres fois non. Et voilà, donc les privés, ils coûtent plus cher, en général entre 12 et 15 €, mais ils offrent un peu plus de services et sont pas toujours mieux que les municipales, parce qu'il y a des municipales qui sont très 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 bien, mais voilà un petit peu la différence. Donc pour vous aider à faire votre budget, considérez entre 8 et 15 € par nuit si vous allez en albergue. Si vous allez en chambre privée, là, ça varie entre 20 et 40, 50 € selon les villes, l'endroit où vous allez et tout. Si vous divisez aussi avec une autre personne ou si vous prenez vraiment une chambre privée individuelle, donc là, il faut budgéter 20, 40 €, peut-être même 50 € dans certaines villes. Dans le budget aussi, la nourriture, si vous décidez d'aller au supermarché, calculez en 5 à 6 € par jour, surtout parce que dans les petits villages, ce sont des petites tiendas, des petits magasins qui ont des prix beaucoup plus élevés, bien sûr, que des supermarchés, des grandes surfaces dans les grandes villes. Donc voilà, c'est souvent plus cher dans les petits villages que dans les grandes villes d'acheter la nourriture. Donc un 5 à 6 € par jour. Et si vous préférez aller au restaurant, le menu del Peregrino, donc c'est un menu du jour dans les restaurants, il coûte généralement entre 10 et 14 €, mais la moyenne c'est vraiment 12 €. La plupart des restaurants coûtent 12 € pour le menu. Et c'est un premier plat, un second plat et un dessert. Donc c'est quand même des bons plats, on finit le repas qu'on est rempli. Mais voilà, budgéter un bon 12 € par jour, par repas bien sûr, pour un menu del Peregrino. Si vous faites aussi le petit déjeuner dans les bars, calculez généralement c'est 3 €, certains endroits un peu plus chers et tout, donc dans les 100 derniers kilomètres, on est plus sur du 5 € pour petit déjeuner, genre café et tostada, qui sont des rôtis, du pain en fait, avec de la confiture par exemple.
Et donc voilà, ça c'est pour vous aider à faire un peu votre budget en général par jour. Ensuite, budgétez aussi des dépenses extra parce que c'est sûr que vous allez en avoir. Par exemple, des médicaments. C'est presque impossible de faire 800 km sans avoir une inflammation, des ampoules ou un petit souci de santé, une gastrite, n'importe quoi. Donc, vous allez probablement devoir acheter des médicaments en route. Vous allez peut-être devoir aussi acheter ou remplacer du matériel. Moi, par exemple, j'avais acheté mes bâtons et mon couteau suisse à Saint-Jean parce que je voulais pas mettre mon bagage en soute, par exemple. J'ai dû remplacer mon camelback en route. Donc, certains trucs comme ça à considérer. Moi, je vous conseillerais de budgéter en 50 € de matériel parce que, ben voilà, vous allez peut-être en avoir besoin. C'est toujours mieux de budgéter plus que moi, à mon avis. Aussi, considérer un peu de budget pour les visites. Dont moi je vous conseille les cathédrales de Burgos et Léon qui valent vraiment la peine. Pour les transports aussi, parce que vous allez peut-être devoir prendre un taxi, un bus ou je sais pas quoi un jour si vous vous blessez ou il fait trop chaud pour continuer ou voilà. Pour n'importe quelle raison, vous allez peut-être devoir utiliser des transports, donc budgéter un petit peu aussi là-dessus. Vous allez peut-être aussi devoir transporter votre sac à dos, ce qui m'est arrivé. J'ai dû faire transporter mon sac à dos pendant 5 jours parce que j'avais une inflammation au genou. Donc voilà, j'ai dû faire appel à ce service, ce que je n'avais pas prévu. Mais voilà, ça m'a permis de pouvoir continuer à marcher et ne pas rester plusieurs jours à attendre que l'inflammation diminue. Donc voilà, ça aussi, peut-être considérer en 20, 25, 30 € au cas où vous ayez besoin de faire transporter votre sac à dos ou que vous décidiez d'envoyer une partie du matériel que vous avez apporté parce que vous vous rendez compte que vous avez apporté trop de choses et que votre sac est beaucoup trop lourd, ce qui arrive à presque tous les pèlerins. Donc surtout si c'est votre première expérience de pèlerinage, vous allez presque assurément apporter trop de vêtements, des choses qui ne sont pas utiles et tout. Et voilà, si c'est par exemple des vêtements techniques qui coûtent cher et tout, vous allez peut-être avoir envie de les ravoir à la fin du camino et pas simplement les donner. Donc vous pouvez aussi mettre en compte que une trentaine d'euros pour envoyer votre matériel à Santiago, voilà, ça pourrait arriver. Donc, à considérer aussi dans votre budget. Donc, au final, moi, ce que je pense en calculant et tout, et en parlant avec d'autres pèlerins sur le Camino et tout, le budget minimum pour une trentaine de jours sur le Camino, c'est vraiment 600 €. Et 600 €, c'est très, très bas. Moi, j'irais même plus sur du 700 € pour une trentaine de jours pour être sûr que, justement, vous avez un peu de manœuvre pour les dépenses imprévu, mais voilà, ça c'est vraiment le minimum si vous n'allez jamais au restaurant, vous ne restez que dans les municipales et c'est ça, vous prenez pas de bière, pas de glace, pas de rien de petit plaisir extra et tout, et que vous avez aucun imprévu quoi. Donc voilà, c'est vraiment le budget minimum, mais voilà, c'est possible de le faire à ce coût-là. D'ailleurs, une autre question qui revient beaucoup par rapport au budget, c'est est-ce que je peux le faire en tente pour justement économiser sur l'hébergement qui va représenter probablement la plus grande portion de votre budget avec la nourriture. Donc, je vous avertis, il y a très peu de camping sur le Camino. Donc, voilà, si vous voulez faire du camping, mais avec quand même les avantages de pouvoir prendre une douche, laver vos vêtements, etc., avoir un minimum de services, ça va être compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de camping sur le Camino. Vous allez devoir faire beaucoup de détours et tout, donc ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, en théorie, le bivouac est interdit en Espagne. Donc, c'est un peu à vos risques et périls. Mais bon, si on respecte les règles de monter sa tente au coucher du soleil et la lever le matin, ça peut le faire. En même temps, il faut prendre en considération, moi j'étais là en ce moment en mai-juin, le soleil se couchait à 10 heures. Donc voilà, ça fait pas mal de temps à devoir attendre pour pouvoir monter sa tente et ça fait des nuits très courtes. Donc là aussi, prendre en considération la période à laquelle vous y allez parce que ça peut être un petit peu compliqué. Aussi,
considérez que ça va vous demander d'apporter beaucoup plus de matériel et donc beaucoup plus de poids dans votre sac à dos, ce qui, pour une semaine en autonomie, n'est pas un problème, mais sur 800 km, porter un sac de plus de 10 kilos, ça devient lourd, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Moi, je ne vous le conseillerais pas, surtout si c'est votre première expérience. Donc voilà. C'est peut-être mieux d'attendre une année de plus, mettre un peu plus de côté d'argent que de risquer d'y aller et de ne pas réussir à le faire parce que vous vous blessez à cause du poids du sac. Et donc voilà, c'est à considérer que c'est beaucoup plus fatigant de faire le Camino avec un sac très très lourd. Et aussi, ça permet encore ici, selon moi, de vivre un peu moins l'expérience du Camino parce que c'est vraiment dans les albergues que on rencontre les gens, qu'on fait la beauté du Camino pour moi c'est vraiment de rencontrer des gens, donc c'est sûr qu'en étant en tente vous vous coupez d'une grande partie de la vie sociale du Camino, de la rencontre avec des gens et tout, donc c'est aussi à considérer si votre objectif c'est aussi de rencontrer des gens et tout, la tente c'est peut-être pas la meilleure option. Ok, et là je me rends compte que l'épisode durera beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu, donc on va le faire en 2 parties pour éviter de faire un épisode d'1 heure. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode avec la 2e partie sur les questions les plus fréquentes que j'ai reçues sur le Camino Frances. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit dans l'épisode du jour, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense que j'espère en fait que je transmets le fait que j'ai adoré faire le Camino Frances et que j'en parlerai vraiment pendant des heures. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Et voilà, en attendant, je vous vois pour le prochain épisode. Je vous souhaite une belle semaine et je vous laisse avec la citation du jour. Un voyage se mesure mieux en amis qu'en 1000 de Tom Cahill. Donc voilà, je vous souhaite de faire des belles randonnées et on se voit dans le prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonneyzen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.